Bonjour, je suis le Dr Kelly Roshchinayolski et je suis professeur clinique adjoint à l'Université de Stanford. Aujourd'hui le Dr Ashrideh, qui est instructeur clinique chargé de cours à l'Université de Stanford, se joint à moi. Nous sommes toutes les deux docteurs en médecine d'urgence, travaillant comme vous en première ligne contre la Covid-19. La majorité de la morbidité et de la mortalité de la Covid-19 est liée au syndrome de détresse respiratoire aiguë qui exige une intubation et une ventilation mécanique. Dans cette présentation, nous allons passer en revue les instructions pour l'intubation et la procédure pour l'intubation endotrachéale. La majorité de la morbidité et de la mortalité de la Covid-19 est liée au syndrome de détresse respiratoire aiguë qui exige une intubation et une ventilation mécanique. Dans cette présentation, nous allons passer en revue les instructions pour l'intubation et la procédure pour l'intubation endotrachéale. Dans cette présentation, nous allons aborder les sujets suivants: les instructions pour l'intubation d'un patient atteint de dyspnée sévère, les méthodes de préoxygénation recommandées pour les patients Covid, et comment préparer une intubation. Ensuite, nous examinerons la procédure appropriée pour une intubation endotrachéale, et pour finir, nous verrons en détail l'installation d'un tube endotrachéal avec toutes les préoccupations concernant les patients Covid. Retarder l'intubation jusqu'à la décompensation aiguë du patient est dangereux à la fois pour le patient et pour les professionnels de santé. Nous recommandons un seuil peu élevé pour décider de l'intubation de patients dont la détresse respiratoire progresse rapidement, avec une hypoxie, et ne montrant aucune amélioration après l'application d'autres stratégies d'oxygénation à la fois sûres et non invasives, comme par exemple la canule nasale à haut débit ou la ventilation non invasive en pression positive. Les indices de détresse respiratoire démontrant la nécessité d'une intubation comprennent un travail respiratoire accru, un état mental qui se détériore, une instabilité hémodynamique ou une défaillance multiviscérale. Il est important d'approvisionner le patient en oxygène avant l'intubation, autrement dit d'effectuer une préoxygénation, afin d'éviter une hypoxie pendant la procédure. Les méthodes d'approvisionnement en oxygène comprennent la canule nasale à 6 litres maximum et un masque sans réinspiration à 15 litres. Ces deux instruments doivent être recouverts par un masque chirurgical placé sur le visage du patient afin de prévenir la propagation de gouttelettes. Certaines institutions ont approuvé l'utilisation de canules nasales à haut débit ou des stratégies de ventilation non invasive telles que la CPAP et la BiPAP. Il est important d'administrer le plus haut niveau d'oxygène approuvé par votre institution, et sans danger pour le patient, avant une intubation. L'objectif de la préoxygénation est d'accroître la réserve d'oxygène des poumons, afin de pouvoir prolonger la période pendant laquelle l'apnée est sans risque. L'objectif d'une apnée sans risque est de réduire le besoin d'une ventilation par masque avec ballon-valve après induction et immobilisation, de façon à minimiser le risque d'aspiration de l'estomac par insufflation pendant la ventilation par masque avec ballon alors que le patient est immobilisé. Assurez-vous que votre patient a un accès adéquat à un système de perfusion intraveineuse. Nous recommandons d'avoir au moins accès à 2 systèmes de perfusion en état de marche avant de commencer l'intubation. C'est important afin de prévenir une induction ou une paralysie partielle si l'un des systèmes cesse de fonctionner. Une préparation minutieuse offre les meilleures chances de succès pendant l'intubation. Rassemblez et vérifiez le fonctionnement de tous les équipements, y compris votre masque avec ballon-valve, insufflateur ambu, tube endotrachéal, stylet, seringue, laryngoscope, filtre viral, capnographe, introducteur de tube trachéal, bougie, système de succion et ventilateur. Les équipements seront différents selon l'institution dans laquelle vous travaillez. Il est important de sélectionner la bonne dimension de lame Macintosh, de lame Miller ou de lame de laryngoscope vidéo, le cas échéant, pour la taille de votre patient. Le diamètre du tube endotrachéal doit également être choisi en fonction de la taille de votre patient. Pour la plupart des adultes, le choix de diamètre se situe souvent entre un tube de 7 mm et un tube de 8 mm. Lorsque c'est possible, on recommande d'intégrer un filtre viral dans le circuit du ventilateur ainsi que dans le circuit du masque avec ballon-valve, insufflateur ambu. Il est essentiel de vérifier le fonctionnement de votre ballonnet de tube endotrachéal. Cette vérification se fait en utilisant une seringue pour gonfler et s'assurer qu'il n'y a pas de fissure ou de fuite d'air.
Assurez-vous de dégonfler complètement le ballonnet avant la procédure. Aussi, assurez-vous que votre stylet est dans le tube endotrachéal, et donnez au tube la forme que vous préférez, soit une forme courbée soit une forme de crosse de hockey. Lors de la préparation pour l'intubation, vous devez également monter votre lame sur son support et vous assurer que la lumière fonctionne bien. Correctement positionner le patient avant l'intubation offre les meilleures chances de succès dès la première tentative. Tout d'abord, la hauteur du lit doit être ajustée de façon à être confortable pour les soignants qui pratiquent l'intubation. Typiquement, le lit doit se situer entre les côtes inférieures et le milieu de la poitrine, afin de réduire le stress et l'inconfort du soignant pendant la procédure. De plus, le patient doit être positionné de façon à offrir la meilleure vision possible de la glotte en alignant les 3 axes des voies respiratoires, buccale, pharyngée et laryngée. Cette position d'inhalation, sniffing position, est une combinaison de flexion du cou et d'extension de la tête. Elle est obtenue en plaçant un petit oreiller ou une couverture pliée sous la tête du patient pour fléchir les vertèbres cervicales, puis l'extension de la tête aligne l'axe pharyngé et l'axe laryngé comme illustré. Lorsque le patient est immobilisé, votre premier geste consiste à ouvrir sa bouche en utilisant la technique du ciseau. Pour ce faire, placez votre pouce droit sur les dents inférieures du patient et votre index droit sur les dents supérieures du patient, puis poussez pour ouvrir la bouche. Assurez-vous de n'appliquer aucune pression et de ne pas pincer les lèvres. De plus, assurez-vous de garder vos doigts le plus à droite possible de la bouche, afin de laisser de la place pour la lame du laryngoscope. Une fois que la bouche est ouverte, prenez la lame dans votre main gauche et insérez-la du côté droit de la bouche du patient, en repoussant la langue vers la gauche pour l'écarter du milieu. Faites attention à ne pas basculer vers l'arrière sur les dents comme on peut le voir ici. Au lieu de cela, gardez la lame pointée vers l'avant et éloignée des dents supérieures pendant que vous progressez lentement le long de la langue, jusqu'à ce que vous arriviez à voir l'épiglotte. La pointe de la lame Macintosh sera placée dans la vallécule épiglottique. La pointe de la lame Miller sera utilisée pour soulever l'épiglotte. Lorsque la pointe de la lame est en position, appliquez une force vers l'avant et donc à l'opposé de vous, en soulevant sans basculer vers l'arrière. Lorsque vous voyez les cordes vocales, prenez le tube endotrachéal dans votre main droite et introduisez-le depuis la droite de la bouche en passant à travers les cordes, en l'insérant à une profondeur d'environ 3 fois son diamètre, gonflez le ballonnet, et retirez le stylet. Après avoir gonflé le ballonnet, connectez immédiatement le ventilateur au tube endotrachéal pour prévenir une hypoxie du patient et vous protéger des gouttelettes. Fixez bien le tube endotrachéal afin d'éviter tout déplacement ou mouvement du tube. Vous devriez percevoir des bruits respiratoires bilatéraux lorsque le tube est bien en place. Il y a plusieurs manières de confirmer que le tube endotrachéal a été bien installé. Comme on le voit sur la vidéo, la première est d'ausculter les 2 côtés du thorax et l'abdomen supérieur. Cela confirmera les bruits respiratoires bilatéraux et l'absence d'air insufflé dans l'estomac. Vous devriez également pouvoir observer les mouvements respiratoires de la cage thoracique du patient et confirmer qu'ils sont réguliers. Si le tube endotrachéal a été enfoncé trop profondément, il peut avoir pénétré la bronche droite. Dans ce cas, il est possible que seul le poumon droit soit ventilé. Si vous pouvez entendre des bruits respiratoires du côté droit mais pas du côté gauche, retirez lentement le tube endotrachéal jusqu'à ce que vous entendiez les bruits respiratoires des 2 côtés. Vous pouvez également vérifier la quantité de CO2 expirée en utilisant soit un détecteur colorimétrique de CO2 de fin d'expiration, soit un oscillogramme de capnographie si l'une des 2 méthodes de mesure est disponible. Enfin, le tube endotrachéal peut être visualisé par radiographie du thorax. La pointe devrait arriver en dessous des clavicules et environ 2 cm au-dessus de la carène de la trachée. Maintenant, nous allons regarder une vidéo montrant une intubation complète qui récapitule toutes les étapes dont nous avons parlé. Tout d'abord, vous démarrez la préoxygénation. Puis vous vous assurez de placer le patient dans une position adéquate. Demandez une pause avant de commencer la procédure. Il est important de traduire en mots vos dosages de médicaments d'intubation en séquence rapide. Ce sujet sera abordé dans notre prochaine vidéo. Préparez-vous à une désaturation potentielle.
et laissez le soignant le plus expérimenté effectuer la procédure d'intubation. Connectez le tube endotrachéal directement au ventilateur, et confirmez son installation adéquate en étant à l'écoute des bruits respiratoires bilatéraux. Puis vous devrez traduire en mots votre plan de sédation d'après intubation. En cas d'une panne de ventilateur ou de désaturation, soyez prêt à utiliser l'insufflateur embu avec le filtre viral connecté à l'insufflateur via le tube endotrachéal comme on le voit ici. En résumé, le traitement de patients atteints de dyspnée sévère, qui est la deuxième présentation de cette série, a passé en revue les points suivants. L'identification de situations où l'intubation d'un patient est nécessaire car son état ne s'améliore pas sous d'autres modes d'oxygénation ou sous ventilation non invasive. La nécessité d'une préoxygénation afin de prolonger la durée d'une apnée sans risque, l'importance de la préparation de l'équipement ainsi que du patient pour l'intubation, les étapes procédurales de l'intubation, et, enfin, les méthodes utilisées pour confirmer une installation adéquate du tube endotrachéal. Merci de nous avoir suivis, et nous vous suggérons de poursuivre cette série sur l'approche des patients dyspnéiques, en assistant à la troisième partie qui va traiter des sédatifs appropriés et des médicaments paralysants pour l'intubation des patients Covid.